ça fait un certain temps où l'on voit de plus en plus des critiques qui émanent de part de la population sur le fait que certains d'entre nous s'adonnent au parachutisme qu'ils pratiquent au départ d'un aéronef léger et ils trouvent ça de plus en plus inconcevable vu l'impact du carbone sur l'environnement. Alors de plus en plus on entend des gens dire que ce n'est que de l'égoïsme pur et simple pour un plaisir passager, alors que l'ensemble de la population, on lui impose de réduire sa température intérieure de son chauffage de 1 degré, de ne pas circuler en auto à d'autres moments quand la pollution de l'air arrive à un certain niveau et pendant cette période-là où l'on parle de pollution de l'air, eh bien, l'on voit des avions de parachutistes s'élancer des abords des drop zones pour finalement uniquement assouvir son plaisir. Et par conséquent, eh bien, apparemment, les autorités qui touchent au parachutisme en France ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'y voir plus clair et objectivement. Et ça a été un des points qui a été abordé lors du CNT, j'y arriverai, de janvier 2024 à Nantes, où on a parlé de l'impact du carbone dans le sport du parachutisme. Pour ce faire, eh bien, ils ont fait appel à une organisation spécialisée dans ce domaine qui est tout à fait objective et qui a été amenée à se pencher sur le problème. Pour ce faire, eh bien, ils ont, dès le départ, divisé les drop zones en 3. Il y a les drop zones où le nombre de sauts est supérieur à 10 000 par an. Les drop zones qui sont comprises entre 5 000 et 10 000 sauts et celles qui sont inférieures à 5 000 sauts. On relève qu'il y a à peu près 23 drop zones, c'est les plus importantes, qui ont plus de 10 000 sauts par an, 15 qui sont comprises entre 5 000 et 10 000 et inférieures à 5 000, il y en a 17. Alors au départ, il y avait deux drop zones qui avaient décidé d'être des observatoires, un peu des cobayes. En 2023, on avait eu Bouloc et Lannion. Et en 2024 viendront s'ajouter Pamiers et Corbas. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever de cette analyse? Eh bien, l'impact est estimé à peu près à 25 kg de CO2, ce qui correspond pour un saut, ce qui correspond à un trajet en voiture de 115 km, si vous voulez 850 km en TGV ou la fabrication d'un jet. Voilà. Alors, le bilan total de la Fédération française de parachutisme, on comprend de toutes les drop zones confondues, on arrive à 1750 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 17 minutes de carbone utilisé pendant la Coupe du monde de football au Qatar. En plus de ce que déjà certaines drop zones font depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire de créer aux alentours des drop zones des zones sauvages, herbées, avec des petits marécages, avec la plantation de plantes, de fleurs, pour essayer de faire revenir la flore sauvage et également faire revenir les batraciens, les reptiles, toute la faune locale.
Il arrive aussi qu'il y a des drop zones qui prennent maintenant de plus en plus d'initiatives, j'y arriverai, d'investir dans des investissements forestiers, etc., en vue de limiter leur impact sur l'environnement. Eh bien, ici, on propose essentiellement d'essayer de réduire tout ce qui est énergie fossile, de favoriser les navettes entre les drop zones et les gares et les lieux de dessert de communication, de favoriser le covoiturage entre les diverses personnes qui se rendent sur les lieux des drop zones. Et je peux dire que sur ce point, eh bien, même quand je vais dans des camps, eh bien, en France, c'est bien ancré que tout le monde se regroupe dans une voiture pour venir. On se regroupe tous sur des gares bien précises comme Lille, Paris, etc. Et de là, il y en a un qui va chercher en voiture et qui amène. C'est déjà bien en vigueur en France. En Belgique, on ne voit rien. Peut-être, ça va peut-être donner des idées. Mais en tout cas, donc, le premier point, c'est les énergies fossiles. Le deuxième, c'est de favoriser les navettes pour regrouper et faire du covoiturage. Diminuer l'impact de la perte énergétique dans les bâtiments, donc isoler ou changer la méthode de chauffage, etc. Et de favoriser des repas à bas carbone. Voilà. Alors, ils espèrent aussi que les licenciés et les brevetés prendront l'initiative d'eux-mêmes de limiter leur impact en se faisant leur propre analyse eux-mêmes, en limitant évidemment leur impact par leur transport vers le lieu de drop zone et aussi d'optimiser dans leur vie de tous les jours eh bien, une façon de vivre qui soit plus en accord avec l'environnement et l'écologie afin de laisser le moins d'empreintes négatives sur la Terre. Voilà, je vous laisse avec quelques documents, quelques annexes qui ont été proposés lors de cette conférence du CNT de janvier 2024 à Nantes. Lors de cette réunion, il a été également abordé les nouvelles méthodes d'enseignement et de brevet qui sont modifiées en France afin de mieux appréhender, mieux former les gens et aussi permettre un meilleur accès et essayer de perdre le moins de gens possible au cours des formations, car beaucoup arrêtent après un certain niveau. Donc on est en train de modifier en vue d'assurer la pérennité et le continu des gens qui ont entamé ce sport et aussi l'utilisation de protection renforcée vis-à-vis de tout ce qui est bonne vie et bonne mœurs avec un meilleur transfert d'informations qui est mise sous la responsabilité des instances qui gèrent les drop zones, euh, les équipes d'entraînement, etc. Il y a des responsabilités qui sont attribuées maintenant par une nouvelle directive également. Donc, on veut aussi assurer la protection aussi bien des personnes faibles, de sexe faible, mais également les personnes handicapées qui pourraient être soumises à une discrimination. Et bien, dorénavant, c'est soumis à des peines et à des amendes pour toutes les personnes dirigeantes qui n'informeraient pas les autorités sur un quelconque information concernant soit une condamnation d'un des membres de l'équipe ou également par des faits qui se seraient passés au sein de leurs institutions. Et là, c'est aussi réglementé et avec des peines pénales assez lourdes pour garantir la non-discrimination et assurer l'égalité entre toutes les personnes qui pratiquent le sport aérien. Zones de saut ont décidé de leur propre initiative déjà d'essayer de contribuer et de ramener un peu d'écologie et de contribuer ainsi à l'impact qu'ils amenaient dans l'environnement.
Comment? En faisant des investissements, c'est-à-dire qu'ils prélevaient, et je crois qu'il y a encore certaines drop zones qui le font, 20 ou 30 centimes par seau, qu'ils vont attribuer à un investissement tel que la reforestation, par exemple au Pérou, ou bien la reforestation en Bretagne ou dans tous les endroits de France, et ainsi contribuer à la reforestation de la planète. Voilà, ça a été la première chose. Mais on s'est vite rendu compte que cette initiative, eh bien, ça semblait un peu lointain, artificiel et impalpable, que personne ne savait voir la réalité d'où allait l'argent. Alors, certaines drop zones se sont, elles, plutôt destinées à le faire autour de leur zone de saut en construisant et en aménageant certaines zones et espaces verts laissés à l'état sauvage pour permettre à la faune et à la flore du biotope local de pouvoir se développer et pouvoir ainsi réamener un peu de nature. Deuxième point sur lequel on peut travailler, eh bien, c'est sur les énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on attend par énergie fossile? Eh bien, c'est tout ce qui est carburant. Bon, au niveau des avions, bien, il va encore être difficile à l'heure actuelle de se passer du kérosène. Il n'y a pas encore vraiment d'avions hydrogène ou électrique ou tout ce que vous voulez ou photovoltaïque. On en est encore loin, donc il faut essayer de limiter l'énergie fossile utilisée au niveau des infrastructures, des bâtiments, etc. Et également sur les déplacements liés aux visiteurs qui viennent voir, mais aussi pour les visiteurs qui sont sauteurs sur place, donc qui viennent réaliser leur activité à la semaine ou au mois, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de minimiser l'impact sur l'environnement? Eh bien, tout simplement en faisant par exemple, avec des voitures électriques pour aller conduire les jumpers à leur zone de saut, ou bien en faisant du covoiturage entre les parachutistes entre eux qui se rallient à un point donné et viennent à 4 dans une voiture plutôt que chacun vienne avec une voiture. De 1, ça permet d'avoir plus de place dans les parkings pour les gens qui viennent visiter tout simplement, les familles qui accompagnent des gens pour des baptêmes, mais également ça permet aussi d'avoir un impact sur l'environnement et c'est ici le but recherché. On essaie de favoriser à ce que la majorité des parachutistes brevetés et qui sont des habitués, bien viennent à partir des transports en commun, que ce soit des bus, des trains, etc. Alors, à partir de ce moment-là, on essaie de mettre des navettes pour permettre aux gens de pouvoir rejoindre les zones de saut, soit par l'intermédiaire de voitures qui proviennent des zones de saut et qui sont avec un minimum d'impact écologique, que ce soit électrique ou hybride, etc. Ou alors par l'intermédiaire de transports en commun. Certaines drop zones ont même décidé que lorsque certains effectuaient des covoiturages pour regrouper l'ensemble des gens, eh bien, ils avaient une réduction sur un saut ou un saut gratuit, etc. pour essayer de favoriser à cette notion de covoiturage et de limiter l'impact sur l'environnement. On a aussi un dernier point qui permet d'éviter les déplacements, eh bien c'est de favoriser les gens à héberger sur place. Alors de plus en plus de zones de saut en France ont des chalets, des dortoirs, etc. pour dormir sur place ou tout simplement du camping pour éviter que les gens le soir retournent chez eux, reviennent le lendemain matin, etc. Double énergie, double déplacement et par conséquent essayer qu'il y ait le moins de déplacement et le moins de dépenses énergétiques au niveau du véhicule. Voilà. Et nous allons donc aborder le point suivant qui a l'idée justement à ces fameux hébergements.
Alors, concernant les hébergements, évidemment, ça a des conséquences, c'est que la construction de ces hébergements doivent se faire de manière écologique, donc ils vont essayer de faire ça plutôt souvent de bungalows, de chalets, et aussi que l'isolation soit réalisée suivant la zone en France, que ce soit le nord ou là, on est plutôt sujet à avoir froid une partie de l'année, donc de faire une meilleure isolation, d'utiliser des moyens de chauffage écologiques, que ce soit avec des moyens de photovoltaïque ou bien avec de l'énergie électrique, etc. Ou bien également, si c'est dans le sud, favoriser évidemment des toits, par exemple, en plantes, en herbes, etc., pour isoler au maximum de la chaleur. On essaie évidemment d'attirer les gens à rester sur place, comme je vous l'ai dit, pour éviter les déplacements. Et pour cela, on arrive aussi à créer des activités extérieures, mais toujours en rapport avec un minimum d'impact sur l'environnement et qui soit le plus soft possible pour la nature et le milieu environnant. Alors, point suivant qui a été invoqué également, c'est le recyclage par le tri de poubelles, mais ça c'est un petit peu partout. Moins, pour ne plus dire plus du tout de plastique jetable, dosettes de café en cellulose, compacter tous les déchets, bouteilles et boîtes, supprimer tout ce qui est vaisselle, gobelet en plastique, etc. Tout ce qui est jetable, il faut éliminer. Il faut favoriser tout ce qui est réutilisable. Donc, on va utiliser des gobelets, etc., des bouteilles isothermes, etc., mais qui ont un caractère moins polluant et qui sont durables. Ensuite, eh bien, au point de vue de tout ce qui est informatique, eh bien, on préconise surtout de favoriser des vidéos clients, mais qui sont compressées à la base. On envoie tout par Internet et plus par des clés USB. On préfère enregistrer toutes les données dans les drop zones sur des disques durs plutôt que sur des clouds qui sont très énergivores. Et aussi, on met en place et on informe les zones de saut de nettoyer régulièrement leur boîte mail, puisqu'une boîte mail très remplie, eh bien, elle est très polluante et néfaste à l'environnement et est aussi chargée d'énormément de carbone. Donc, autant limiter tout ce qu'on peut limiter. De se tourner vers l'emploi local, c'est-à-dire de recourir à des dealers locaux ou de faire des groupements de commandes pour favoriser un système moins impactant pour l'environnement avec beaucoup plus de livraisons, de boîtes, etc. Donc pourquoi pas refaire des regroupements de commandes et aussi assurer que tout ce qu'on a besoin, nourriture, etc., l'emploi de personnel, etc., que tout cela se fasse avec la contribution de la région dans laquelle on habite et pouvoir ainsi favoriser l'emploi local, par exemple, par des auberges, des hôtels, etc., aux alentours, ou par des activités extérieures qui peuvent attirer aussi également et faire des partenariats avec tout ce qui est acteurs locaux. Alors, pour ce qui est des avions, ben, comment est-ce qu'on peut limiter la pollution? Eh bien, tout simplement en regroupant par exemple plusieurs drop zones sur une seule zone de saut. Deuxièmement, on a proposé également de euh, limiter la hauteur de l'ariage, donc de la diminuer. Troisièmement, diminuer le temps de montée d'un avion en améliorant la trajectoire de montée. Ensuite, on propose également de faire des embarquements beaucoup plus rapides et pourquoi pas en courant, en partant du hangar vers la zone d'embarquement en courant. Ça permet en plus de s'échauffer, donc deux choses en une, c'est top. Alors, limiter le temps de roulage sur la piste, essayer de limiter et d'alléger au maximum l'avion et de supprimer dans l'avion tout ce qui est inutile. Ça permet d'avoir un avion beaucoup plus léger et donc ça permet de monter plus rapidement, d'avoir un remplissage le plus optimum possible et essayer surtout d'essayer d'avoir un avion à chaque fois rempli en totalité.
choisir le type d'avion qui est le moins polluant, en sachant que souvent les avions dernière génération sont beaucoup moins polluants que ceux qui ont 20-30 ans. En France, on verra très souvent comme avion des Pilatus, des Cessna ou des Otter. Donc, zones qui sont ouvertes tous les jours pendant les périodes d'activité printemps, été, automne, eh bien, certaines ont décidé de ne plus ouvrir tous les jours, par exemple de limiter l'ouverture, par exemple au samedi, dimanche, et ne plus ouvrir le lundi. Réduire les jours d'ouverture. Il y a aussi des drop zones qui ont décidé aussi de fermer et entre, par exemple, 1 heure et 2 heures de l'après-midi pour permettre la sieste pour le voisinage. Aussi de ne pas voler trop tard en soirée pour permettre vers les heures de souper de pouvoir souper en toute tranquillité dans l'environnement extérieur aux zones où les gens ne font pas de parachutisme pour essayer d'avoir un meilleur environnement, pas seulement vis-à-vis de la nature, mais aussi un rapport harmonieux avec tous les acteurs environnementaux qui se trouvent aux alentours d'une drop zone. Alors, en ce qui concerne la Belgique, eh bien, je n'ai vu aucune recherche qui a été faite en ce sens par aussi bien la Fédération wallonne de parachutisme que la Fédération flamande. On ne trouve aucune information au sujet d'une quelconque étude qui aurait été menée sur les activités de parachutisme. Moi, pour ma part, je n'ai jamais rien vu au sein des drop zones en Wallonie, si ce n'est le triage de poubelles, etc. Je ne vois aucune autre action qui est entreprise à ce sujet-là et on ne voit aucune indication nulle part. Donc, j'espère qu'à l'avenir, eh bien, cela servira d'exemple à notre pays de se soucier peut-être un peu plus de l'impact carbone de cette activité parachutiste et que cela permettra peut-être d'améliorer les relations aussi de voisinage parfois tumultueuses entre les voisins des drop zones qui subissent parfois des nuisances. Voilà donc ce qu'en France, on invite l'ensemble des 55 zones de saut à réaliser, évidemment dans la mesure de leurs possibilités. Certains ont d'ailleurs dû avoir recours à des actions de financement, parce que ça coûte quand même, être dans le vent de l'énergie du Green Deal, eh bien, ça coûte de l'argent. Donc, beaucoup ont dû recourir à des financements et à des aides extérieures et parfois à des budgets et des subsides étatiques. Donc voilà, j'espère que ces pistes que j'ai un peu cherchées, un peu dans les zones de saut françaises que je connais et sur celles que j'ai pu glaner par l'intermédiaire de l'Internet, et que ces pistes avancées eh bien, serviront peut-être de pistes également pour la Belgique, où là, bien, que ce soit en Flandre ou bien en Wallonie ou en région allemande, eh bien, nous ne voyons aucune analyse qui a été faite à ce sujet-là et aucune initiative n'a été prise par aucune des fédérations, tant flamandes que francophones, sur la question de l'impact du carbone sur les activités de sport aérien. Voilà, je vous dis à bientôt, un sujet que je pensais être très court et qui finalement, eh bien, a pris quand même quelques minutes. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, beau saut à vous. Le soleil est de retour en Belgique, pourvu que ça dure, et à la prochaine. Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles concernant divers articles liés à ma boutique Multiple Paradise et il y a des modifications donc je tiens à vous en faire part.
Alors, première chose, en ce qui concerne Parasport, pour les nouvelles combinaisons tant attendues depuis février, eh bien, selon le staff, celles-ci seront disponibles d'ici quelques semaines et je serai tenu informé du moment de leur mise en vente. Donc, ça concerne les dynamiques combinaison F3 donc, et la version dynamique. Voilà, deuxième information, ça concerne Larsen Brusgard qui n'arrête pas de retirer des produits de sa gamme. Je vous avais déjà parlé la fois passée que l'Optima 2 avec LED avait disparu. Il ne reste plus que la version simple Optima 2, ce qui posait d'ailleurs énormément de problèmes à certaines disciplines, principalement pour le speed skydiving. Eh bien, ils viennent de nouveau de supprimer un produit, c'est l'Altitrax. L'Altitrax disparaît également de la gamme sportive, elle reste uniquement en vente pour le côté militaire. Voilà, donc la gamme diminue sérieusement. On perd déjà 2 produits cette année au sein de la gamme Larsen Brusgard. Voilà, j'en ai fini avec les informations liées aux articles en vente sur ma boutique en ligne. À la prochaine!